Nous allons reprendre avec une séance sur la radiofréquence et la santé en se concentrant sur les radiofréquences et le cancer. Ce matin, on avait plus de 550 personnes connectées, ce qui veut dire que ce sujet, cette réunion intéresse réellement, pas seulement pour ceux qui sont présents dans la salle, mais aussi à distance. Et c'est pour ça que c'est si important de prendre le temps de répondre aux questions des gens à distance, parce que les gens sont à distance, mais ils sont présents. Nous sommes cet après-midi avec le docteur Weiderpass, qui est directrice du cirque, et elle a pris sa journée entière pour être avec nous, et elle a beaucoup aussi travaillé sur l'organisation d'aujourd'hui. Mon collègue, Dr. Joachim Schutz, qui est le chef de l'unité des environnements et cancers au Centre international de recherche sur les cancers, il va discuter la radiofréquence et cancer en général, une overview de tout ce cancer. Allez-y, Joachim, 10 minutes. 20. That's how much French I understand. But otherwise, the presentation will be again in English, which is better for me. Cette présentation sera en anglais. Je crois que c'est mieux pour moi, mais c'est aussi mieux pour vous, si vous entendiez mon français. D'abord, quelques mots concernant l'IA, le cirque, le Centre international de recherche sur le cancer. Il s'agit d'une organisation qui fait des recherches sur cette question des radiofréquences depuis la fin des années 90, et c'est pour ça que nous sommes aussi engagés, et nous sommes vraiment réellement dédiés à ces questions, et nous regardons les risques de cancer liés au téléphone mobile. Et donc c'est un plaisir pour moi de vous faire cette présentation générale sur les radiofréquences et le cancer. Vous avez bien entendu que le cirque n'est pas seulement un institut de recherche, mais a aussi un programme monographe sur l'identification des cancérigènes pour les êtres humains. Donc il y a eu une publication de nouvelles en 2013 suite à une réunion en 2011 sur le côté carcinogène des radiofréquences. Donc nous faisons des études d'observation, nous étudions des études sur le cancer chez les humains, chez les animaux expérimentaux et des mécanismes pertinents vis-à-vis d'autres données. Ces différentes preuves sont étudiées pour ensuite faire une évaluation générale. Donc en 2011, nous avons décidé que les preuves étaient limitées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas considérer qu'il y avait suffisamment d'évidence pour confirmer une relation de cause et effet entre les radiofréquences et le cancer. Les preuves étaient limitées également en ce qui concerne les animaux expérimentaux. Mais bien sûr qu'il ne s'agit pas de la vraie vie. Dans la vraie vie, un élément est carcinogène ou ne l'est pas. Donc, nous devons faire d'autres recherches pour comprendre le rapport dans la vraie vie. Alors, quand on parle de danger et de risque, effectivement, quelque chose, c'est oui ou c'est non. Soit c'est carcinogène, soit ça ne l'est pas. Et c'est là où on travaille avec
on étudie les études sur les animaux, mais quand il s'agit des êtres humains, on veut pas seulement si c'est oui ou c'est non, on veut connaître le niveau de risque. Étant donné une certaine dose, quelles sont les modifications de risque de cancer? Il y a des expositions qui donnent un risque très élevé, d'autres un risque minime. Donc, si les téléphones mobiles sont l'utilisation est carcinogène, quel est le niveau d'utilisation qui est carcinogène? Et en analysant le risque individuel, cela nous permet de faire une projection vers le risque de population. Il faut savoir combien de personnes dans la population sont exposées à tel ou tel carcinogène. Et ensuite, on fait une estimation de combien de cancers pourraient être créés chez les particuliers. Ici, on parle de le rayonnement artificiel et on sait, d'après les études sur les animaux, on sait que c'est effectivement carcinogène. Quand on regarde, par exemple, l'exposition aux cabines d'UV pour les cabines de bronzage, on sait combien augmente le risque avec combien de séances de bronzage par semaine. Et on sait que, par exemple, en France, si on arrêtait les expositions dans des cabines de bronzage, on pourrait éviter à peu près 400 cas de mélanomie chaque année. Avec les téléphones portables, on n'en est pas là. Il y a eu une grande étude qui s'appelait l'étude Interphone. Cette étude a été réalisée dans 16 centres dans 13 pays qui étudiaient différentes formes de tumeurs cérébrales avec de milliers de participants. L'étude a été faite entre 2000 et 2003, donc avec les technologies de téléphone mobile qui n'existent même plus. C'était une étude qui a été commanditée par le cirque. Mais les résultats étaient très intéressants parce que voilà, vous voyez les résultats d'analyse de risque. On voit l'incidence de cancer dans le groupe exposé et dans le groupe non exposé, et le rapport entre les deux est visible ici à l'écran. Donc il y a un ratio de 1, veut dire qu'il n'y a pas d'association parce que les deux groupes, l'incidence dans les deux groupes est identique. Et ici, quand vous voyez la courbe qui monte, vous voyez que dans une utilisation modérée de téléphone de cellulaire, on voit une baisse d'incidence, et avec les utilisateurs intensifs, on voit un risque nettement accru de gliome. Mais à l'époque, la moitié de la population n'utilisait pas un téléphone mobile régulièrement. Donc on regardait les utilisations une fois par mois. Les autres parties de la population utilisaient les téléphones de temps en temps. Et seulement 5% des utilisateurs intenses avaient un risque augmenté modéré. Et le problème, c'est que tous les résultats dépendent des réponses au questionnaire. On posait la question à savoir combien de minutes par semaine on utilisait le téléphone mobile il y a 15-20 ans. Mais ce sont des données dont on ne se souvient pas. C'est difficile de répondre à cette question. Et quand il s'agit des études sur le cancer, on doit connaître les expositions passées, pas les expositions
actuel, parce que le cancer se développe sur un temps de 10 ou 20 ans. Et cette information est très difficile à analyser, à obtenir et à analyser. Donc nous n'avons pas pu faire de conclusions, en tirer des conclusions de cause et effet, parce que nous avons bien vu que les gens avaient du mal à se souvenir de leur utilisation de téléphone mobile. Et c'est pour ça que nous avons essayé d'autres méthodologies. Ici, il s'agit de données. Il s'agissait de récupérer des données qu'on pourrait utiliser. Au Danemark, on a pris toute la population adulte de 5 millions de personnes et nous avons divisé en 2 groupes, ceux qui avaient des abonnements avant 1995 et ceux qui en avaient après. Et vous voyez que les résultats pour les 2 groupes sont pareils. Ensuite, il y avait l'étude UK Million Women Study. Ici, il y avait quelques informations basiques concernant les utilisatrices de téléphones mobiles. Et ici, vous voyez que, pareil, le résultat ne montre pas de différence. Mais il y a une certaine information qui nous montre que l'utilisation de téléphones mobiles ne correspond pas à une augmentation d'incidence de gliome. D'autres études après 2011. Ici, on a étudié des rats qui ont été exposés à différents types de radiofréquences. Des rats qui ont été exposés à 19 heures par jour avec des différents niveaux d'exposition entre 0,01 et 0,1 watts par kilo. Et on a observé une augmentation de shawama du cœur dans les rats mâles et aucune augmentation chez les femelles. Dans l'autre étude, on exposait les rats pendant 9 heures par jour avec des niveaux entre 1,5 et 6 watts par kilo. Et cela a donné également une augmentation de shawama du cœur chez les mâles, mais pas chez les femelles. Donc, il y a quelques informations qui sortent de ces études. Mais comment interpréter le rapport entre cette exposition des animaux et nos expositions en tant que êtres humains où on est exposé aux radiofréquences en permanence. Donc ce n'est pas évident. Et cette image que l'on voit ne vient pas de ces études, mais forcément exposer un rat à un champ est différent d'avoir un téléphone portable à l'oreille, parce que vous voyez que comme les animaux sont petits, le corps entier est exposé. Et l'exposition dans le temps représente une utilisation moyenne, alors que dans les expérimentations avec les animaux, on parle d'exposition, des pics d'exposition qui viennent des sources délibérées. Et dans la vraie vie des êtres humains, ce n'est pas la même chose. Surtout quand on considère l'exposition sur tout un temps de vie. Encore une étude qui est sortie en 2022, c'était la mise à jour de l'étude UK Million Women. Aucune association entre l'utilisation et les tumeurs cérébrales n'a été relevée. Quand on tient un téléphone à l'oreille, on n'expose pas toute la tête, mais seulement les 3, 4, 5 cm autour du téléphone. Donc, on pourrait s'attendre à une association. S'il y a une association, il y aurait des tumeurs plutôt autour de l'oreille et pas tellement au centre de la tête. Et nous n'avons pas observé de différence
d'emplacement des tumeurs, ce qui confirme un manque de résultats en fait. Pas beaucoup de nouvelles données autrement. Quelques méta-analyses qui ont été analysées, vous voyez dans la boîte jaune. Et les conclusions sont semblables à l'évaluation du Syriac, l'évaluation de la Commission européenne et suivant la pont des raisons qu'on donne sur les différents biais. Et je pense que ce n'est pas la peine de refaire des méta-analyses parce qu'il y en a déjà eu plusieurs. Il faudrait attendre de nouvelles données. Il y a de nouvelles études maintenant sur les enfants et des adolescents et des jeunes adultes, puisqu'il y a des inquiétudes concernant les enfants et leurs cerveaux qui ne sont pas encore complètement formés, la différence de taille des têtes et les différentes propriétés des cerveaux des jeunes. Et c'est pour cette raison que nous avons commencé à faire des études sur les enfants. Le premier a été s'appelait le Cephalo Study, qui a été fait dans des pays nordiques, dans 4 pays, avec les enfants de 7 à 19 ans, 352 cas, 646 contrôles, et il n'y a pas eu de résultats vraiment significatifs. Autre étude, l'étude MobiKid qui a été publiée en 2022, 14 pays avec des enfants des jeunes entre 10 et 24 ans, 900 cas. Et ici, étonnamment, ils ont trouvé une association inversée entre l'utilisation des téléphones et les effets. Mais cet effet nullifié par la correction des données sur une étude multiple. Mais nous n'avons pas vu dans aucune étude une augmentation d'incidence de cancer du cerveau. Concernant le taux d'incidence de gliome, généralement, ces études ne donnent pas toutes les informations parce qu'il peut y avoir tellement d'influences différentes. On a commencé avec des expositions spécifiques, mais bien sûr, nous sommes exposés à de nombreux facteurs, donc on ne sait pas quels sont les facteurs qui comptent le plus. Mais on peut utiliser ces études pour étudier la cohérence et comme une forme d'outil de prévision. Et si on utilise ces incidences comme un outil de projection, cela peut donner des informations intéressantes sur la population généralement. Si les résultats sont logique, on peut dire que c'est cohérent, et si ce n'est pas logique, on peut supposer que c'est parce que c'est basé sur des auto-déclarations, etc. Et avec les téléphones mobiles, nous sommes exposés complètement différemment que dans les années 90. Pratiquement 100% de la population est exposée. Donc, s'il y a un effet, on devrait le voir. Et si on ne voit pas d'effet, soit il n'y a pas de risque dans une utilisation moyenne, soit ce risque est tellement minime que l'on ne voit pas dans ces études. Donc ici, on voit les résultats différents pour les hommes et pour les femmes, pour des différentes catégories d'âge. Et on voit que le groupe des 40 à 59 ans, qui correspond aux personnes qui ont commencé à utiliser des téléphones portables au début, on voit qu'il n'y a pas de changement sur le temps. Il y a une augmentation de risque de gliome dans le groupe 70 à 84 ans. Cela a commencé déjà dans les années 70, donc bien avant la commercialisation des téléphones mobiles. Les docteurs et les neurologues ont une explication pour cette augmentation. Et cela veut dire que
c'est parce que c'est grâce au développement des techniques de diagnostic que l'incidence a augmenté, parce que les IRM arrivaient à trouver des tumeurs beaucoup plus petites, par exemple. Donc, on devrait voir une augmentation d'incidence depuis le temps que l'utilisation des téléphones portables a commencé. Alors, c'est peut-être parce que nous n'avons étudié que les générations GSM et peut-être que les générations suivantes avaient une puissance plus importante et peut-être qu'entre le 3G et le 4G, il y aura une différence parce qu'il y avait un niveau de rayonnement inférieur que dans les GSM. Et nous n'avons évidemment pas encore d'informations sur les 5G. S'il y avait un effet, on devrait voir une différence d'incidence claire, ce qui n'est pas le cas. J'ai bientôt fini. Pour revenir au monographe, parce qu'il y a eu une discussion, quand on fait la prochaine évaluation, quand le groupe consultatif sur les priorités s'est rencontré, ils ont demandé une nouvelle évaluation par le CIRC sur la période 2020-2024 et ils nous ont dit aussi qu'il fallait de nouvelles données parce qu'il n'y avait pas de sens à refaire une analyse sur les données qu'on n'avait pas. Donc on a fait les bioessais sur le cancer sur les animaux et les études sur les mécanismes carcinogènes étaient importantes. Donc on a parlé de 3 études, le Million Women Study, les Moby Kids et le Cosmos. Donc on a entendu parler de l'étude Cosmos ce matin, qui est la première étude conçue pour étudier la question de l'association entre les téléphones mobiles et la santé. C'est une étude extrêmement importante. La réunion de réévaluation sera annoncée 1 an avant, donc vous serez au courant. Et enfin, les conclusions, le risque de cancer, il y a une possibilité de cancérigénicité confirmée sur les animaux, mais il n'est pas évident d'interpréter le rapport entre les risques pour les animaux et pour une exposition tout au long de la vie pour les êtres humains. Concernant le risque pour les humains, il y a une possibilité de risque de gliome dans les 5% d'utilisateurs plus intenses, mais peut-être uniquement pour les 2 premières générations de technologies mobiles qui avaient une sortie de puissance plus importante. Mais en précaution, on peut atténuer les risques éventuels en évitant de tenir les appareils directement à côté de la tête. Et quand on regarde les études au niveau de la population générale, il n'y a aucune évidence de risque pour la population de aucun type de tumeur cérébrale. Merci. Les aussi sont très, très clairs. Alors, on n'a pas le temps pour des discussions à ces moments-là. On va garder les questions pour la fin. Et on va passer à M. Liasing Bouaoun, aussi du Centre international de recherche sur les cancers, qui va faire une présentation sur Intercall, effet du bias de rappel sur la modélisation du risque de gliome lié à l'utilisation du téléphone portable, résultat d'une étude de simulation 4 mois. Liasing, s'il vous plaît. Thank you. Okay. Bonjour à tous et à tous. Je suis Liasing Bouaoun et je vais vous faire une présentation sur l'effet du biais de rappel sur la modélisation du risque de gliome lié à l'utilisation du téléphone portable. Ici, simplement pour vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec ce travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de la rationnelle derrière le projet, ensuite les objectifs du projet et enfin les
les conclusions du projet. Donc, le raisonnement derrière le projet. Les radiofréquences EF, MF sont classifiées comme étant peut-être carcinogènes aux êtres humains depuis 2011. Donc, l'utilisation des téléphones portables peut augmenter le risque de certains types de cancers. D'après l'étude Interphone, il y a eu une fonction de risque observée en forme d'un schéma G avec 40% d'augmentation de risque parmi les 10% d'utilisateurs intenses. Un risque amoindri. This association that we can observe in Pardon. Mauvais canal pour l'interprétation. Donc, nous avons décidé d'étudier les biais liés à cette corrélation de forme J. Alors, quels étaient les deux objectifs? D'abord, créer un modèle cohérent des différents biais et les incertitudes observées dans l'étude Interphone pour trouver une interprétation claire. Nous avons appliqué l'erreur de biais de rappel pour décider s'il y avait une estimation de risque obtenue d'après ces données et si ces observations étaient compatibles avec ce qui était rapporté dans l'étude. Nous avons élargi l'approche à l'analyse aussi d'exposition aux pesticides, mais nous allons parler aujourd'hui que le risque lié aux radiofréquences. Maintenant, concernant le risque sur les utilisateurs intensifs, nous avons décidé de faire des simulations de Monte-Carlo sur une étude avec un contrôle de cas. Nous avons fait 2 études en parallèle avec des données autodéclarées et des opérateurs. Nous avons fait une simulation d'ensemble de données avec pas d'association entre l'utilisation et le gliome. Nous avons décidé d'utiliser un modèle d'analyse Bayesian pour essayer de comprendre l'hétérogénéité entre les pays interphones. Tout a été fait sur les bases d'erreurs. Nous avons essayé aussi de tester un potentiel d'association entre les erreurs qui ont été faites dans l'autodéclaration et l'utilisation réelle pour proposer que plus on utilise le téléphone, plus on a tendance à faire des erreurs. mobile phone use error that we considered. Donc voici les différents types d'utilisateurs de téléphones mobiles avec des approches aléatoires et d'autres qui combinent les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Donc nous avons un cas de plus grandes erreurs rapportées parmi les groupes de contrôle et puis nous avons 30% d'erreurs plus élevées que dans le groupe de contrôle pour les erreurs aléatoires, ainsi que des erreurs systématiques de 0,33 plus élevées par rapport au cas contrôle.
Donc, si on examine les données de téléphonie mobile, on observe une autre représentation des utilisateurs réguliers de téléphone mobile comparé aux non réguliers, et on peut comparer à une mauvaise classification systématique de l'exposition avec une sous-estimation parmi les faibles utilisateurs et une surestimation parmi les utilisateurs lourds. Donc ici, on a une représentation avec des évaluations de l'accès. Donc vous voyez, on a en abscisse des contrastes. Enfin, c'est basé sur les contrastes entre l'utilisation et le risque de gliome, et aussi en considérant qu'il y a des erreurs systématiques. Donc, on a deux types de couleurs ici, la couleur verte et la couleur orange. La couleur verte représente les estimations de risque associées avec le niveau d'utilisation véritable, sans erreur rapportée, alors que la couleur orange montre les résultats associés au scénario avec biais. Donc, comme vous pouvez le voir, le rose, montre une relation en J par rapport à l'utilisation du téléphone mobile, avec un excès de risque pour les utilisateurs lourds. Ce risque est parfaitement compatible avec la fonction risque qu'on a observée dans l'étude que vous avez vue dans ce que je vous ai montré. Donc, on a ici un effet positif, significatif pour les utilisateurs intensifs. Ça pourrait être un artefact dans la variation des erreurs de reporting. Et puis, pour conclure, cette relation en forme de J que l'on observe dans l'étude est compatible avec une hypothèse de risque de gliome, et ceci suggère aussi que les risques accrus que l'on remarque pour les utilisateurs intensifs peut être potentiellement un artefact. Il est très improbable que les résultats des études seuls répondent à la question de savoir si les téléphones mobiles sont associés à un risque accru de gliome, étant donné tous les biais qui existent dans cette étude. Et nous avons heureusement d'autres études, comme l'étude Cosmos que Isabelle Deltour a montré ce matin, vont permettre de surmonter ces limites et de traiter de ces questions clés. So I wanted finally to acknowledge all the collaborators of the project. Et enfin, je souhaiterais remercier tous les collaborateurs du projet ainsi que l'ANSES pour avoir financé ce projet. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. So much, Liasi. Are there Merci, Liasi. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, je vois la dame là au milieu et ensuite le monsieur à gauche. Hello. You made the assumption. Vous avez fait l'hypothèse pour votre modèle qu'il n'y avait pas d'effet. Auriez-vous pu partir de l'hypothèse inverse, qu'il y avait en fait un effet? Et quel type de conséquences ceci aurait-il eu sur le type de biais qui aurait été observé? Je ne sais pas si je suis claire, dit l'intervenante, parce que vous interprétez la forme comme un biais dans la représentativité ou l'auto-évaluation de l'évaluation des radiations. Si vous considérez que cette forme a un effet, est-ce que ceci vous mènerait à des conclusions différentes au sujet du biais? Si j'ai bien compris, vous avez deux questions différentes. La première, c'est avons-nous pris en considération le scénario selon lequel il y aurait un effet de l'utilisation des téléphones portables? Et ensuite, on observe un risque accru. Et pour répondre à votre deuxième question,
Nous n'avons pas précisé. Yeah. We did not specify. Nous n'avons pas précisé que nous souhaitions obtenir une relation en forme de J. C'est ce que nous avons obtenu. Mais de toute évidence, nous n'avons pas précisé que nous voudrions avoir cette distribution en forme de J. C'est un résultat que nous avons obtenu à la fin. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est ce que vous avez obtenu, mais en partant de l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'effet. Auriez-vous obtenu la même chose, la même forme, si vous partiez de l'hypothèse qu'il y a un effet? Oui, alors on observe aussi une forme en J lorsque l'hypothèse est qu'il y a un effet de téléphone portable sur le risque de gliome. Mais elle est un peu différente, je dirais. Oui, un monsieur là, au troisième rang, à gauche. Savoir à partir de quand on est un utilisateur intensif et si la façon dont on utilise le téléphone et les conditions dans lesquelles on l'utilise impactent les résultats. C'est-à-dire que si on est très loin de l'antenne et que le téléphone crache un maximum, est-ce que c'est la même chose que si on est un utilisateur intensif juste à côté d'une antenne et auquel cas le téléphone, lui, il fonctionne normalement? Ok. Je peux répondre aussi en français. Pour la deuxième question, en fait, les données de validation de l'étude interphone ne nous ont pas permis de savoir à quelle distance nous étions de la borne, entre guillemets. Donc, ce n'était pas possible de répondre à ce type de questions, malgré qu'elles soient intéressantes. Et la définition d'être un utilisateur très important ou pas, si on se réfère à l'étude d'interphone, pas à l'étude de validation, dans le dernier décile, donc les gros, entre guillemets, utilisateurs, c'était à peu près plus de 1640 heures d'utilisation du téléphone portable en exposition cumulée. Non, non, sur toute la vie entière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet pour les participations virtuelles? Je ne vois... Oui, il y a? Oui, vas-y Isabelle. There's no question to Liacine, but there's Il n'y a pas de question à Liacine, mais il y a une question envers Joachim. Si cette étude d'1 million de femmes ne tient compte que des téléphones portables, vous pouvez avoir la définition d'un utilisateur intensif qui soit déformé. Ça n'est pas une étude qui avait pour objectif de traiter des téléphones portables et des tumeurs cérébrales. Il s'agissait d'examiner les données disponibles. Donc la seule question était sur l'utilisation du téléphone. Bien sûr, on n'a pas examiné tous les utilisateurs de technologie, mais s'il y avait une corrélation entre le téléphone et le cerveau, et on aurait pu avoir aussi un impact sur l'utilisation du téléphone mobile. Et bien sûr, en sens inverse, le fait de ne pas tenir compte de l'utilisation de téléphones portables pouvait avoir une conséquence sur les données générales. Merci beaucoup. On va maintenant passer à Yves Le Drian. L'étude figée, fréquence intermédiaire et stress génotoxique. Monsieur. Tu as piqué le truc. Ah, il est là. Ok, merci. Donc, que je regarde un peu comment ça fonctionne. D'accord, ok. Hop. Donc bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier l'ANSES de m'avoir invité et de me permettre de présenter ce travail qui a été financé par l'ANSES. Je présente ce travail, mais en fait, c'était un travail collaboratif qui a été fait avec l'équipe de Georgie Kops. Je me suis trompé. En arrière, voilà, je vais m'y habituer, ne vous inquiétez pas. L'équipe de Georgi Kurowski, qui est à Budapest, en Hongrie, et puis l'équipe de Maxime Zadobov, qui est à l'Institut d'électronique et de technologie du numérique à Rennes. Moi, je travaille dans une unité INSERM à l'IRSET, qui est un institut de recherche en santé, environnement, travail, dont le but est de regarder l'impact de l'environnement sur la santé humaine.
Alors ce projet est un petit peu particulier parce que on n'a pas regardé les radiofréquences, on a changé de fréquence et le choix de ces fréquences est délibéré. C'est tout simplement, on s'est aperçu qu'il y avait un grand manque dans la littérature scientifique sur les données scientifiques sur la biocompatibilité des fréquences intermédiaires. Alors ces fréquences intermédiaires, elles sont entre les radiofréquences et puis les très basses fréquences. Les radiofréquences, il y a beaucoup d'études qui sont faites à cause de la téléphonie mobile, avec des effets avérés qui sont des effets thermiques. Et puis, les basses fréquences, on a également pas mal d'études à cause des problèmes des lignes très haute tension. Et là, on a des effets de courant induit qui sont avérés à très forte puissance. Pour les fréquences intermédiaires, on va cumuler un petit peu ces deux effets. On va avoir des effets thermiques, alors à moindre niveau bien sûr que les radiofréquences, mais on va quand même avoir des effets thermiques, et on va avoir en plus des effets de courant induit, là aussi à moindre niveau par rapport aux extrêmement basses fréquences. Donc il nous a semblé intéressant d'essayer de voir un petit peu ce qu'il en était avec ces fréquences, surtout que de nombreuses applications commencent à venir et on peut être exposé à ce type de fréquences. Vous voyez ici décidément, je me trompe tout le temps. Hop, vous voyez ici quelques petits exemples avec des plaques à induction, des lampes basse consommation, les moteurs de tout un tas de machines, d'appareils qu'on peut avoir à la maison, les compteurs Linky, les batteries, les systèmes de moteurs aussi des voitures électriques, et puis les systèmes de transmission d'énergie sans fil. Alors, vouloir étudier ces fréquences, c'est bien beau, mais que regarder? Alors, on s'est intéressé particulièrement au stress génotoxique. Donc, la volonté de regarder ce stress génotoxique vient un petit peu de l'analyse de la littérature, où on s'est aperçu que ce stress génotoxique, on avait des données sur tout ce qui est basse fréquence et radiofréquence, avec des données un petit peu contrastées. Parfois, il y a des résultats, parfois, il y a une absence de résultats, ce qui fait qu'il n'y a pas de consensus qui se dégage à l'heure actuelle, mais il y a toujours un petit peu le doute qui subsiste. Alors, le stress génotoxique, c'est un domaine assez vaste. On a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le stress génotoxique. Si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est les dommages à l'ADN un petit peu. Mais les dommages à l'ADN, ils peuvent être très très nombreux dans la cellule. Et on a tout un arsenal d'enzymes qui sont là pour réparer ces dégâts un petit peu au fur et à mesure, ce qui complique bien sûr ces études, parce qu'on ne peut pas regarder l'intégralité en une seule fois de tous ces systèmes qui sont très nombreux, redondants, etc. Il faut souligner que ces ondes, qu'elles soient radiofréquences ou fréquences intermédiaires, l'énergie est beaucoup trop faible pour qu'on puisse avoir un effet direct des ondes sur des cassures d'ADN, par exemple, comme on a avec les rayonnements ionisants. Donc il faut rechercher des effets indirects. Alors quand on réfléchit un peu, des effets indirects, oui, c'est quand même possible d'avoir, on peut imaginer des modifications du métabolisme un peu, avec dans la littérature, ce qui peut ressortir, c'est l'apparition d'un stress oxydant à bas bruit, quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis également, on peut imaginer un impact sur les enzymes de réparation. Par exemple, est-ce que l'exposition pourrait inhiber l'action des enzymes de réparation de l'ADN, auquel cas on aurait un effet délétère et un effet génotoxique de façon indirecte. Mais on pourrait également avoir l'effet inverse, un effet positif. Pour les radiofréquences, ça a été démontré, il y a des publications qui montrent tel effet, qu'on appelle un effet adaptatif, où là, une pré-exposition aux radiofréquences permettrait à des cellules de mieux gérer un stress génotoxique amené par un autre agent physique, par exemple produit chimique ou rayon X. C'est un petit peu le cas de ce roi dans l'Antiquité, Mithridate, là, qui se prenait des petites doses de poison pour s'immuniser contre un potentiel empoisonnement. Il avait peur d'être tué par des gens qui voulaient prendre sa place. Alors, on a des systèmes d'exposition qui sont présentés ici, qui ont été faits par mes collaborateurs électroniciens. L'idée, c'est de vous montrer qu'on va avoir deux systèmes d'exposition différents. L'un qui va être dédié aux basses fréquences des fréquences intermédiaires, aux alentours de 22 kHz ou 250 kHz, et qui peut mimer des expositions avec des moteurs, par exemple,
que l'on peut avoir dans la cuisine, des plaques à induction, etc. Et puis le deuxième système que vous voyez ici, c'est un système aux environs de 10 MHz, il est à 13,5 exactement, qui va mimer des systèmes de transmission d'énergie sans fil pour recharger des batteries, par exemple, sans qu'on ait à brancher des systèmes. Et là, on est dans la partie haute des fréquences intermédiaires. Alors, quelques résultats, très rapidement, puisque vous savez qu'on est avec un timing un petit peu serré, donc je vais essayer d'être un bon élève. On a beaucoup de tests possibles, bien sûr, en toxicologie pour regarder le stress génotoxique. On a pris des techniques qui sont bien reconnues en toxicologie. Avec là, je vous ai présenté le test des comètes, mais on en a fait plusieurs. Alors, le test de comète, pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe, il est assez simple. On va essayer de voir s'il y a la présence de cassures d'ADN et de petits fragments qui vont sortir un petit peu du noyau grâce à des techniques d'électrophorèse, et on va voir comme ça, comme une queue de comète qui se crée si jamais on a des cassures. Et on peut mesurer, parce qu'on marque l'ADN, l'intensité de ces queues de comète qui sont représentatives des cassures. Quand on a fait ça, on n'a pas vu de différence après exposition avec les fréquences intermédiaires. On a également recherché des activations des systèmes de réparation. Quand on a un système de cassure qui se met en place, on a tout de suite une activation des systèmes de réparation. Et ces systèmes de réparation, il faut qu'ils aient un système switch on, switch off, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de cassure, ils ne vont pas être actifs, s'il y a des cassures, ils vont être actifs. Et dans la biologie, on a souvent des modifications post-traductionnelles qui permettent de faire passer une enzyme d'un côté actif ou inactif. Et là, c'est pour certains facteurs, souvent des phosphorylations qu'il y a. Donc on va pouvoir utiliser des anticorps spécifiques qui regardent la phosphorylation de ces facteurs qui serait le reflet d'une activation de ces facteurs sous exposition. C'est ce qu'on a recherché. Et là, sous exposition, vous voyez, quel que soit le système qu'on a utilisé, hop, on est très proche de notre contrôle sham. Et là, on a le contrôle positif où on voit une très forte activation. Là, je vous montre un exemple avec les FOCI H2AX, qui sont les plus connus, mais on a regardé d'autres facteurs par rapport à ça. Donc on n'a pas réussi à trouver de cassure directe et on a essayé de regarder d'autres types de dégâts à l'ADN. Et là, on a eu des petits résultats intéressants. Un début de résultats, c'est avec le stress oxydant et l'oxydation de l'ADN. Alors, deux types de tests ont été utilisés. On a pu regarder directement l'oxydation de l'ADN avec des tests d'immunofluorescence, détection par des anticorps. Et vous voyez qu'à 13,5, on a une petite tendance à la hausse, mais on n'arrive pas à passer la barrière, la significativité statistique. Par contre, en utilisant d'autres types de techniques, et cette fois-ci à 22 et à 250 kHz, en utilisant un test des comètes modifié qui va créer des cassures suite à la reconnaissance d'ADN oxydé par une enzyme qui va se fixer dessus, casser, puis après on va détecter les cassures. Et là, on va avoir une petite augmentation significative du nombre de cassures, donc qui est le reflet d'une oxydation de notre ADN sous exposition. On a également voulu voir l'effet adaptatif. Vous voyez cette protection par une pré-exposition, et cet effet adaptatif décidément, j'arrête pas de me tromper, hop, à 22 et 250 kHz, on n'a pas vu d'effet adaptatif. C'est-à-dire que la pré-exposition des ondes aux radiofréquences ne permet pas de protéger d'une action après un peu plus délétère avec un autre agent. Ici, c'était les rayons X. Par contre, à 13,5 MHz, en utilisant non pas cette fois-ci des rayons X, mais un autre type de stress, un stress oxydant qui est créé par des produits chimiques, la glucooxydase ici, on a vu non pas un effet adaptatif, mais un effet potentialisateur avec une augmentation de l'oxydation de l'ADN et une augmentation de poly-ADP qui montre des phénomènes de réparation que l'on peut avoir associés à ce genre de choses. On a été assez surpris parce qu'on pensait voir plutôt l'inverse, et puis là, on a ces résultats. Et ma dernière diapositive pour rester dans les temps. Voici la conclusion donc de ce travail, si je dois résumer tout ce que l'on a fait.
On n'a pas réussi à trouver de cassures directes qui ont été détectées. Autrement dit, l'exposition, c'est pas assez dangereux pour vraiment avoir ces cassures. Mais les cassures, c'est quand même quelque chose de... faut y aller, quoi, quand même, pour avoir les cassures d'ADN, mine de rien. On n'a pas réussi à trouver d'activation des systèmes de réparation. Alors attention, on n'a pas pu tout regarder avec les systèmes de détection de phosphorylation dont je vous ai dit, parce que toutes les enzymes ne sont pas avec ce système switch on, switch off de ce style. Donc il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Par contre, on a des résultats qui nous intéressent et on aimerait bien continuer là-dessus sur l'oxydation de l'ADN avec des amplitudes d'effets qui sont quand même relativement faibles. On est à la limite de la significativité, mais quand même, ça nous interroge. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le retrouve pas pour toutes les fréquences. Bon. Et puis, l'effet adaptatif, on n'a pas réussi à trouver d'effet adaptatif, quel que soit le type de stress. Par contre, pour le stress oxydant, on revient toujours sur ce stress oxydant, on a trouvé un effet potentialisateur. Alors là, c'est un petit peu, je vous mets un petit bonhomme écrasé par le point d'interrogation, c'est moi, parce que quand j'ai vu ces résultats qu'on a obtenus, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ok, c'est un effet cogénotoxique. Et on a fait des manips de cogénotoxicité où on faisait en même temps l'exposition plus le traitement avec des facteurs oxydants. Et là, on n'a pas le même résultat. Comme si l'ordre de l'exposition, une pré-exposition, puis après un stress était hyper important. Donc là, on n'a pas encore tout compris les mécanismes. Ça va demander, l'histoire n'est pas finie, ça va demander très certainement de continuer l'histoire. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, il y a une là au milieu, s'il vous plaît. Oui, toujours Éric Vindimian, président du comité Dialogue Radiofréquence. C'est très intéressant, ces fréquences intermédiaires. Effectivement, c'est une zone non explorée. Et vous vous arrêtez autour de 10 MHz. Vous avez parlé de la téléphonie mobile de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres zones intermédiaires. Je pense notamment aux fréquences qui sont utilisées en imagerie médicale, en IRM. Oui. Si je me souviens bien, moi je n'ai fait que de la RMN parce que je suis plus vieux que ça, mais c'était autour de 100 à 400 MHz. Oui, oui. Alors on a des infos là-dessus ou... Assez peu. Voilà les sujets de recherche. Oui, oui. Il y a eu quand même un petit peu de littérature quand même, mine de rien, mais comparé aux radiofréquences, oui, il y a assez peu de données dans la littérature. Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Isabelle? Il y a plusieurs questions. Il y en a une un peu technique qui dit: est-ce que la voie BER de réparation des 8-oxoguanines est activée dans votre modèle d'étude? Ah, ça, j'aimerais bien pouvoir le vérifier. Le problème, c'est que cette voie BER, donc c'est Base Exclusion Repair, c'est le système spécifique qui détecte l'oxydation et qui va enlever les nucléotides qui sont abîmés pour permettre après de réparer. Donc c'est un système classique et conservé des bactéries à l'homme, qui est là depuis pratiquement depuis le début de l'oxygène en fait dans notre atmosphère. Ce système-là, on n'a pas ces activations par des phosphorylations des enzymes qui sont impliquées. Et donc, c'est très très difficile de voir si ces enzymes sont en train de travailler ou non. Et donc, il va falloir essayer d'être un peu plus subtil, de trouver de nouveaux protocoles. Je suis en train de réfléchir à ça, mais c'est pas simple. Mais bon, j'espère qu'on y arrivera. Donc là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. C'est sûr que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse et il va falloir qu'on trouve des astuces pour essayer de voir ce qui se passe réellement. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas forcément encore les outils. Merci beaucoup, Monsieur Ledrien. Merci, Isabelle. On va maintenant passer à Anne-Sophie Bonnet-Villégier de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques à Verneuil-en-Alate, France. Et elle va parler sur AstroRF, effet de champ électromagnétique du téléphone portable sur l'évolution des tumeurs cérébrales. S'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de me permettre de présenter ce travail. Donc, je suis Anne-Sophie Bonnet, je travaille à l'INERIS et donc je vais vous présenter AstroRF. Donc, résultat du projet AstroRF. Ce projet portait sur l'effet des champs électromagnétiques du téléphone portable sur l'évolution des tumeurs cérébrales.
Donc, ce projet, en fait, a été financé par l'ANSES, le PNR Environnement, Santé, Travail, et a été mis en place sur la période 2015-2018. Donc, son objectif était l'étude des effets des champs électromagnétiques radiofréquences du téléphone portable sur l'évolution du cancer du cerveau, et on s'est intéressé plus spécifiquement au gliome. Et l'hypothèse sous-jacente était évidemment d'aller observer attentivement les utilisateurs les plus intensifs pour voir s'il y avait une différence par rapport aux non-utilisateurs. Donc cette étude a été réalisée sous deux approches. Une approche épidémiologique portée par le CIRC, Joachim Schultz, Anne Olson, Isabelle Deltour, Véronique Luzon, Lyciane Boinou, et en correspondance avec d'autres laboratoires, en fait, le laboratoire danois, du Danemark, de Finlande et de Suède, et une partie complémentaire, en fait, expérimentale in vivo, portée par l'INERIS, moi-même donc, et Niall Wada. Donc, je vais commencer en fait par vous présenter l'approche épidémiologique et ensuite je passerai à l'approche expérimentale. Donc, l'objectif de cette approche épidémiologique était d'étudier le lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences et la survie globale après le diagnostic chez des patients atteints de gliome en utilisant les données d'une étude préalable qui était l'étude Interphone dont on a entendu parler aujourd'hui. Et donc, cette étude a été réalisée sur 3 pays nordiques, le Danemark, la Finlande et la Suède. Donc, petit rappel bref sur Interphone, c'est une étude de grande envergure, hein, une étude cas témoins. Et donc, elle contenait les données sur 2708 cas de gliome, 2409 cas de méningiome et leur contrôle. Elle a été réalisée sur 13 pays. Et donc étudier le lien entre l'utilisation du téléphone portable, évalué par questionnaire, et le risque de tumeur cérébrale. Donc dans AstroRF, on ne s'intéressait plus au risque, mais à la survie en fait. Donc la méthode utilisée, ça a été d'exploiter les données épidémiologiques de cas de gliome issus de l'étude Interphone et de les inclure dans une analyse de survie. Donc la variable principale était la survie globale après le diagnostic en mois. L'utilisation du téléphone a été examinée sous plusieurs aspects. Donc, selon la période depuis le début d'usage régulier, c'est-à-dire l'ancienneté en fait en tant qu'utilisateur du téléphone, ou le temps d'appel téléphonique cumulé globalement, donc sur la vie, ou le temps d'appel téléphonique cumulé sur les 12 derniers mois précédant le diagnostic. Donc, ce qui a été examiné également donc, dans les modèles, ça a été les caractéristiques de la tumeur, son grade, haut ou bas, et ses caractéristiques morphologiques. Donc, l'étude épidémiologique a calculé des hazard ratios et donc les intervalles de confiance en réalisant des modèles de régression de Cox stratifiés par pays avec l'utilisateur non régulier comme groupe de référence. Donc, il y a eu plusieurs types d'ajustements. En fait, donc, je vais décrire plus spécifiquement ceux pour lesquels je présente des résultats. Il y a eu un ajustement appelé minimum, en fait, qui a été réalisé sur le sexe et l'âge au diagnostic, et un ajustement dit complet. En fait, c'était l'ajustement minimum plus, donc c'est-à-dire sexe, âge au diagnostic, plus traitement, emplacement anatomique de la tumeur et l'état matrimonial du sujet. Donc voilà les résultats obtenus. Donc il y a eu 806 cas de gliome inclus dans l'analyse. La durée moyenne de survie était de 42,5 mois et la proportion d'utilisateurs réguliers de téléphone portable était de 57%. Donc le résultat de cette étude, ça a été que les associations significatives suggéraient une meilleure survie pour les utilisateurs de téléphone et ce résultat était identique pour les gliomes de haut et de bas grade. Donc je vous donne, pour illustrer ce résultat, un exemple de médiane de survie. Par exemple, 6,6 mois pour un utilisateur non régulier contre 15,6 mois pour l'utilisateur régulier dans le cas de gliome malin
et 8,4 mois pour un utilisateur non régulier versus 12,2 mois pour les utilisateurs réguliers dans le cas des glioblastomes. Donc, je vais vous montrer deux exemples en fait de résultats qui ont été publiés pour cette étude. C'est tout d'abord en fait les résultats selon l'ajustement, donc minimum ou donc ici, voilà. Donc ajustement minimum sur cette colonne, ajustement complet sur cette colonne. Si vous êtes, je vous propose d'être plus attentif en fait à cette ligne qui représente en fait les utilisateurs les plus intensifs. Donc ici vous avez l'examen en fait de l'usage du téléphone selon le nombre d'années depuis le début d'usage. Ici on est à plus de 10 ans. L'utilisation du téléphone est représentée en cumul ici de temps jusqu'au diagnostic. Ici nous sommes à plus de 777 heures. Et dans la dernière catégorie, c'est le cumul sur les 12 mois précédant le diagnostic. Ici, nous sommes à plus de 183 heures. Alors, si vous regardez les hauts de ratio, on est très proche de 1. Hein, donc, tous les intervalles de confiance comprennent 1. Voilà. Donc, un deuxième exemple de résultat dans cette étude, c'était les mêmes résultats, mais selon, cette fois, le grade de la tumeur, dont haut grade et bas grade. Donc les rectangles mettent l'accent en fait sur les utilisateurs les plus importants. Et à nouveau, vous voyez que les autres ratios sont très proches de 1. Donc en conclusion de cette approche, on a, ce qui a été montré, c'est une absence d'indication d'une réduction de survie en lien de l'usage du téléphone portable parmi les patients atteints de gliome. Donc, je vais passer à la deuxième approche, qui est l'approche expérimentale. Donc, dans cette approche, l'objectif était de tester l'hypothèse d'un impact des expositions locales journalières au champ électromagnétique radiofréquence. Donc, on a utilisé du GSM 900 MHz sur la survie dans un modèle de rongeur de glioblastome. Donc, la méthode utilisée, ça a été d'utiliser l'un des modèles relativement bien décrit en fait pour la recherche sur le cancer, un modèle rat qui permet d'étudier en fait d'un point de vue à la fois thérapeutique et dans ce cas-là toxicologique le modèle d'un gliome. Donc, c'est un rat qui a à l'intérieur du cerveau des cellules C6 qui sont des cellules cancérigènes. Et donc, ces animaux, en fait, ont été exposés de manière quotidienne durant 45 minutes par jour, 5 jours par semaine, à des champs électromagnétiques de 0,25 afin d'atteindre en fait ces niveaux-là dans le cerveau. Ce sont des DAS moyennés sur le cerveau, 0,25, 0 ou 0,5 watts par kilo. On a également un groupe cache contrôle qui n'est pas exposé, et puis un groupe sham qui est exposé, mais sans aucun champ électromagnétique. Donc, il y a eu des expositions régulières, un suivi clinique des animaux, et donc au moment du décès de l'animal, on a pu récolter en fait la donnée de survie. Et au niveau de l'étude anatomopathologique, on a récupéré un certain nombre de caractéristiques de la tumeur, sa taille, sa localisation et tous les critères d'agressivité de la tumeur. Donc, par exemple, l'apoptose, la prolifération, l'indice mitotique, la vascularisation, l'infiltration et la présence de réponse immunitaire. Donc, le résultat de cette étude, ça a été l'absence de lien entre l'absence de causalité même entre l'exposition au champ électromagnétique et une modification sur la survie. Hein, on obtient la même survie sur les différents groupes. Là, je vous ai mis les nombres d'animaux par groupe. Donc, au niveau des résultats de caractéristiques des tumeurs et puis leur micro-environnement, on a obtenu une réduction significative dans le cas de l'infiltration des cellules immunitaires et dans le cas du niveau d'apoptose de ces cellules. On n'a pas trouvé d'effet sur la nécrose, la prolifération, l'indice mitotique et la vascularisation.
Donc la conclusion de l'approche expérimentale, ça a été pas d'effet des champs électromagnétiques à des niveaux environnementaux et soutenus parce que le 0,5 watts par kilo durant 45 minutes par jour était destiné à mimer une exposition soutenue. Donc pas d'effet des champs électromagnétiques radiofréquences sur la survie dans un modèle rat de glioblastome. On a obtenu une réduction de l'apoptose des cellules du glioblastome et de l'infiltration des cellules immunitaires dans le micro-environnement de la tumeur. Donc ces effets étaient sans impact sur la survie. Donc la conclusion, c'est qu'ils pourraient être de trop faible amplitude pour impacter la physiologie, l'état de santé global de l'animal, ou ils peuvent être également observés par chance. Donc évidemment, ces observations doivent être répliquées pour être confirmées. Et globalement, donc la conclusion du projet ASTRO-RF, on a obtenu une convergence des résultats de l'approche épidémiologique et expérimentale qui suggère l'absence d'indices d'une réduction de survie en lien avec un usage de téléphone portable, même intensif, parmi les patients atteints de gliome. Donc je termine avec les 2 références publiées dans lesquelles vous avez l'ensemble des résultats. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur les participants? Ah oui, pardon, il y a une question là, 4e. Oui, Sophie Pelletier, Prière Thème. J'ai cru voir là sur votre avant-dernier slide qu'il y avait une différence entre les contrôles et les shams. Alors, l'avant-dernière. Oui, encore avant. Non, il n'y a pas de différence significative en fait. Cette représentation ne montre pas la variabilité et en fait ces courbes se recoupent sur la variabilité. Merci. Enfin, on a une tendance quand même qui est, enfin, entre le contrôle et le sham. Même si c'est pas significatif, on a l'impression d'avoir une tendance où on a un peu un paquet de shams et d'expositions qui se comportent d'une certaine manière et un contrôle qui se comporte de manière différente. Oui, voilà. Mais effectivement, visuellement, on peut dire qu'il y a une tendance, mais d'un point de vue stat, ça ressort pas parce qu'au niveau de la variabilité, en fait, on n'est pas suffisamment éloigné d'un point de vue données pour pouvoir affirmer en fait, pour pouvoir avoir un effet tout simplement significatif. On a 15 animaux éventuellement pour vraiment disons aller dans le sens de l'hypothèse que vous posez, il faudrait recommencer avec plus d'animaux pour bien vérifier cette hypothèse. En l'état, en fait, ces données ne sont pas suffisantes pour l'affirmer, en fait. On peut pas l'affirmer parce que le résultat n'est pas significatif. Merci. On va passer pour la 6e. Oui, merci, monsieur. Oui, Rafalovic, je me suis présenté ce matin, association Zone Blanche et médecin. Question à Yves Le Drian, je ne sais pas si c'est le moment de la... Oui, allez-y. Oui. Merci d'avoir mis ce point d'interrogation parce que ça permet de poser une question sur, un peu épistémologique sur que fait un chercheur quand il a un résultat qui est contraire à ce qu'il attendait. Attendez, j'ai pas fini ma question. Donc, on se retrouve dans quelque chose qu'on a déjà vu ce matin, c'est-à-dire que, pour moi, l'interprétation de la dernière partie de votre exposé, c'est-à-dire vous attendiez un effet de protection et vous avez eu un effet d'aggravation avec une irradiation préalable à un stress oxydatif, ça rejoint un peu ce qu'on a vu ce matin avec... c'était, si je me souviens bien, la neuroinflammation qui était aggravée par une irradiation préalable. Nous, dans notre jargon, on appelle ça un effet cocktail. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pensé à ça. C'est-à-dire que pourquoi vous vous êtes pas dit, finalement, on se rend compte que l'effet toxique de l'oxydation, elle est plus forte quand il y a une irradiation préalable, donc c'est quelque chose à creuser. Mais c'est pas comment dire.
Cet effet cocktail, on l'a regardé en faisant de la cogénotoxicité. La cogénotoxicité, c'est que moi, quand j'ai vu ces résultats, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est justement cet effet cocktail. Et on a refait des manips en faisant l'exposition et le traitement chimique en même temps. Et là, dans ce cas-là, on ne retrouve pas ces résultats. Comme si l'effet cocktail, il n'était pas présent quand on mettait les deux à la fois, mais que je retrouvais cet effet aggravant quand je fais de façon séquentielle d'abord la pré-exposition et après le traitement chimique. C'est pour ça que j'ai un point d'interrogation. C'est-à-dire que là, je ne vois pas trop les mécanismes qui sous-tendent. Il y a encore des manips supplémentaires à faire. Après, d'un point de vue expérimental, votre première question, que fait un chercheur quand il a des résultats contraires, mais la recherche, ce n'est pas de la religion ou de la politique. On n'a pas, comment dire, des convictions et on se tiendra sur ces convictions quoi qu'il arrive. Moi, mon esprit, ma façon de penser, elle dépend de ce que je vois expérimentalement. Et j'avais une hypothèse du départ, je la vérifie expérimentalement, je ne retrouve pas les résultats que j'imaginais, ils sont peut-être contraires, et ben je change d'hypothèse et puis j'essaye de comprendre ce qui se passe à la vue de mes résultats. C'est ça, en fait, le concept de recherche scientifique. C'est pas essayer de démontrer ce qu'on pense, mais c'est essayer d'avoir une pensée en fonction de ce qu'on a démontré expérimentalement. Merci. On a une question là au milieu, monsieur, avec la blouse noire. Ouais. Oui, moi, ma question ira, alors, Dr Arazi, Alert Phonegate, ma question ira à M. Schutz, dont j'ai écouté la présentation. Trois questions, remarques. La première, c'est que vous n'évoquez pas dans les éléments sur, vous dites qu'il n'y a pas d'évolution sur les gliomes. Il se trouve que nous, en France, on constate une évolution. Or, là, on a des chiffres précis, ceux de Santé publique France, qui sont sortis il y a à peine 2 ans, et qui montrent qu'il y a eu une multiplication par 4 et plus dans toutes les classes d'âge des glioblastomes. Et pour faire simple, sur les 20 dernières années, ça représente 50 000 personnes. Hein. Par ailleurs, Santé publique France, dans son rapport, fait le lien de causalité possible avec les ondes des radiofréquences. Ça, c'est ma première remarque. Et donc, je pense que c'était important sur une réunion de l'OMS, et en particulier à Paris, en France, que les données d'une autre agence de santé publique, pas des moindres, soient présentes. La deuxième, c'est que vous présentez des études, et dans la façon dont celle sur le million de femmes en Angleterre, et vous les présentez comme si c'était définitif. Or, donc, M. Dréan l'expliquait là à l'instant, il se trouve que la science, c'est des positions, et des positions éventuellement inverses. Or, vous savez que vous avez été particulièrement critiqué sur cette étude et sur d'autres concernant vos prises de position sur ces sujets, et par des experts internationaux, pas tous les cités, mais le professeur Léonard Tardel, je pense qu'on peut l'évoquer, ou j'évoquais en aparté aussi le professeur Deborah Davis aux États-Unis, Linda Beerbohm, qui est l'ancienne patron de la recherche de santé américaine. Je pense que ce sont des gens qui sont en mesure de vous apporter une contradiction. Donc quand vous venez dire des choses, peut-être préciser qu'aujourd'hui, vos positions ne sont pas partagées par un certain nombre d'experts internationaux dans le monde. Et puis, dernier point, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de sujet si on ne comprend pas, surtout sur les enjeux industriels de santé publique, il n'y a pas de perception si on ne l'intègre pas dans le milieu industriel. Vous avez évoqué, et je m'en doutais, l'étude Moby Kids, hein, dont je parlais ce matin, et dont je rappelle, il faut vraiment le dire, et si le cirque intègre ces données, sans préciser que une grande majorité de ces experts sont en conflit d'intérêts, et en particulier ceux qui ont participé au protocole d'exposition, ça ne se passera pas sans, effectivement, que la société civile et les organisations vous rappellent à vos devoirs de mettre en évidence, avec la plus grande transparence, l'ensemble des conflits d'intérêts. Et j'ai pu constater depuis ce matin qu'on en manque absolument. Voilà. Merci. Okay, I hope I got everything. It was a long question, so probably even in English I would miss. Bon, c'était une question un peu longue, j'espère que j'ai tout compris. Première question, je crois, concernait
le nombre de cas de tumeurs cérébrales dans la population. Il s'agit d'une observation que l'on fait pour tous les cancers. Le nombre de cancers est en augmentation et la raison pour cela est en partie le vieillissement de la population. Donc quand on entend qu'on a entendu qu'il y aurait 2 fois plus les taux de cancer allaient doubler dans les 20 ans à venir, c'est en partie pour ça. Je vous ai parlé des incidences dans les pays nordiques, qui sont des vraies incidences. Si on traduit ça en chiffres, il y a une augmentation en nombre. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le taux d'incidence pour confirmer ou infirmer des conclusions liées au téléphone mobile. On les utilisait comme une vérification de cohérence entre la réalité de l'utilisation de mobile et l'incidence et le nombre de cancers. Et on voit que beaucoup de ces chiffres ne sont pas cohérents par rapport à la réalité. Ça, c'est tout ce que je peux dire, je pense, pour répondre à cette question. Deuxième question concerne le UK Million Women Studies. Notre rapport a été très transparent sur les limitations de cette étude. Cette étude ne concernait pas seulement les téléphones mobiles et le cancer du cerveau. En fait, il s'agissait d'une étude qui a été planifiée en 2003 à l'OMS et nous avons mis très longtemps à mettre cette étude en œuvre, mais on a besoin de ces études très spécifiques concernant les utilisateurs de téléphones mobiles. Et quand on essaie de trouver des informations concernant l'exposition, en posant des questions aux participants, mais aussi en étudiant les données de trafic des opérateurs, ce qui n'est pas facile parce que la plupart des gens ne veulent pas leur donner d'opérateurs parce que cela donne trop d'informations pour eux. Donc c'est pas évident, mais entre-temps, on doit quand même donner des preuves. Cela ne répond à toutes les questions, mais ça répond à certaines questions quand même, parce que personne ne dit qu'il s'agit d'une étude concluante et définitive, parce qu'on fait d'autres études en même temps. Mais on doit utiliser tous les indices, toutes les preuves qu'on a. Et le Million Women Studies était une source intéressante. Et puis, je crois que la troisième question concernant encore le financement, beaucoup de nos activités sont sponsorisées par ANSES. Une autre étude a été financée par le gouvernement allemand. L'étude Interphone venait de la Commission européenne. Et à l'époque, la Commission européenne a dit pourquoi est-ce que le contribuable devrait tout payer. Il y a des entreprises commerciales qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans, donc ils devraient participer aux études. Et en fait, ensuite, on a décidé qu'il fallait passer par un partenaire neutre, l'Union internationale contre le cancer. Et donc, je trouve ça un peu décevant d'entendre parler tout le temps de financement qui serait malvenu parce qu'en fait, on travaille vraiment là-dessus. Alors, j'essaie pas de faire du greenwashing, entre guillemets, surtout ceux qui ont travaillé sur ces sujets, mais nous avons une grande responsabilité envers nos États membres. Et il est important aussi d'être un membre impartial des Nations Unies. Et donc, on fait vraiment un effort de se protéger des conflits d'intérêts. Du cirque a été nommé. Je suis la directrice du cirque de 2019. Moi, je signe tous les contrats pour tous les projets. Je les lis aussi les petits mots et je sais exactement quel est l'argent qui entre et qui sort de l'agence. Et je vous assure que nous ne recevons pas aucun argent, zéro, nada, d'aucune compagnie.
dès que je suis la directrice, ce n'est pas un débat, je suis en train de faire un statement, ce n'est pas un débat, je ne vais pas vous donner la parole. Moi, je les signe personnellement, je les lis et je sais ce que je signe. Et dès que je suis là, aussi qu'il n'y a aucun argent industriel. Merci beaucoup pour cette discussion.